coincés dans des systèmes techniques totalement inadaptés aux nouvelles circonstances, démographiques et autres. L'autre problème, c'est bien évidemment l'augmentation de la demande en différentes choses, en soja, en huile de palme, pour les corps gras, pour les biscuits, etc. etc. Bref, tous les éléments qu'on a pu identifier, le charbon, etc. Donc, tous ces besoins sont là, et alors voilà pourquoi la déforestation continue, même si la tendance, vous verrez qu'elle a tendance quand même malgré tout à baisser, à se tasser. Alors, depuis quelques années, on discute énormément au niveau des Nations Unies, au niveau de la communauté internationale, d'un mécanisme qui s'appelle REDD, réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation dans les pays en développement. Et alors l'idée était très simple, l'idée c'était de dire finalement, si la déforestation c'est 10, 15, 20%, alors à l'époque ça fait 10 ans qu'on en parle, donc les chiffres étaient plus élevés, comme vous l'avez vu, eh bien finalement c'est peut-être le moyen le plus rapide, le plus direct, ça coûte peut-être pas très cher de réduire la déforestation, puisque finalement le raisonnement c'était le suivant, c'est de dire finalement qu'est-ce que gagne quand un éleveur extensif brésilien va détruire un hectare de forêt. Il va détruire un hectare de forêt, il va libérer d'un coup 250 tonnes de carbone dans l'atmosphère. Si on met un prix à ce carbone, lui-même, si on met un prix à ce carbone, on pourra à ce moment-là faire la comparaison entre ce que va gagner cet éleveur brésilien, il va gagner sur un extensif quelques dollars, quelques dizaines de dollars par hectare. Donc l'idée était très simple, on va dire, il suffit, c'est ce qu'on appelle, les économistes appellent le coût d'opportunité, en disant finalement il suffira avec un prix du carbone relativement faible, de compenser, de payer cet éleveur brésilien, pour lui donner l'équivalent de son revenu annuel, et finalement, avec un prix du carbone même faible, on va arriver très simplement à régler le problème de la déforestation. Puisque, eh bien, en général, ce sont des paysans pauvres ou ce sont des éleveurs extensifs qui, pour la plupart, on peut facilement compenser financièrement. Donc voilà, c'est un principe de compensation financière à destination des pays et à destination des acteurs, c'est-à-dire à destination des paysans, à destination des acteurs. Donc je passe assez rapidement, c'était 2003, 2005, en fait, première proposition au niveau international. Donc c'est une affaire de la négociation climatique. Donc ça se passe dans les enceintes de la négociation climatique, même si la CBD, la Convention pour la diversité biologique, pardon, ça c'est en anglais, s'y intéresse beaucoup parce qu'elle craint beaucoup, les gens de la biodiversité craignent beaucoup, disons, l'hégémonie carbone. Je dirais qu'on ne voit la forêt qu'à travers le prisme du carbone, parce que ça voudrait dire des simplifications des écosystèmes. Il y a un certain nombre d'inquiétudes et de querelles qui sont en train entre les communautés épistémiques qui sont en train de se nouer sur cette question d'ailleurs. Mais au départ, quand on a proposé cette affaire en 2005, c'était formidable, tout le monde était enthousiaste. Pourquoi? Parce que ça paraissait, on semblait avoir un moyen simple et rapide et tout à fait réaliste de réduire la déforestation. Et en plus, tout le monde était content parce que finalement, la première idée de REDD, c'était de dire on va éviter la déforestation. On va payer les pays, on va les compenser pour leur coût d'opportunité à conserver les forêts, etc. Et garder les forêts, ça veut dire des forêts naturelles, ça veut dire carbone et biodiversité, donc les deux agendas étaient réunis. Donc le principe de base, vous l'avez compris, c'était bien de rémunérer les pays qui réduisent leur niveau de déboisement. Alors, déjà, il y avait deux options sur la table. L'une était par le marché du carbone. On allait financer les gens avec le marché du carbone. Ce qui a donné le prix, c'était le marché du carbone du Kyoto. Le fait que les pays du Nord, les pays industriels, ont des engagements de réduction de leurs émissions, qu'il est souvent moins cher pour eux d'acheter des réductions d'émissions qui sont faites à l'étranger. Et on pensait que la forêt était un bon candidat pour cela. Ou alors, parce que le Brésil, très rapidement, immédiatement a dit pas question. Pour nous ne voulons pas que les pays du Nord, finalement, ne fassent pas leur boulot. C'est-à-dire le boulot des pays du Nord, c'est de réduire leurs propres émissions chez eux. Donc les Brésiliens ont dit tout de suite, nous voulons bien de ce mécanisme, mais à condition que ce soit un fonds mondial, que ce soit de l'argent, et que ça ne serve pas, on ne passe pas par le marché du carbone. Et le Brésil a toujours cette position à ce jour aujourd'hui. Donc ce mécanisme, voilà, il était envisagé en 3 phases, je vais aller très rapidement parce que c'est beaucoup plus technique. L'idée c'était de dire on va commencer par une phase dans laquelle on va financer ça par de l'argent public pour mettre en place des politiques, des mesures pour réduire la déforestation, puis on aura une phase de mise en œuvre et puis on aura une phase de paiement au résultat. Ce qui a beaucoup plu aussi dans ce mécanisme, c'est l'idée que ce soit un mécanisme de paiement basé sur le résultat, basé sur la performance.
Enfin, disait-on, on va arrêter de payer pour ce qu'on ne sait pas, on va vraiment payer les gens pour des résultats, des performances mesurables. Comment mesurer? Eh bien, on peut mesurer la réduction de la déforestation. On a des satellites qui vous montrent effectivement, pratiquement tous les mois, l'évolution de la déforestation, même s'il y a souvent des nuages, c'est un peu compliqué, il y a un certain nombre de problèmes techniques, mais enfin, vu les moyens financiers qu'on met sur la détection, vu les progrès techniques que l'on réalise, on sait que ce problème est en passe d'être résolu de manière assez rapidement. On sait mesurer le carbone dans la forêt, on sait mesurer la déforestation, et donc on peut effectivement payer pour la réduction de la déforestation. Alors, donc on pensait que ce mécanisme de paiement sur la performance allait très vite être mis en œuvre comme un des éléments majeurs de succès de la politique climatique mondiale. On n'en est pas là. Pour l'instant, ce mécanisme, ça fait 10 ans, presque 10 ans qu'on en parle, oui, ça fait 10 ans maintenant, et il n'a toujours pas réussi. Le principe a été adopté par les différentes COP, c'est-à-dire les CDP et les... j'ai un trou là, pas par la conférence, si vous voulez, par la négociation climat, et par les partis. Et ce mécanisme a un principe, a un nom, a beaucoup de choses se sont faites, mais n'a toujours pas ce genre de règles qui permettraient de le mettre en œuvre, de l'opérationnaliser. Et pire, il y a des désaccords fondamentaux dans la négociation. Alors d'abord, comment marche la négociation? C'est quelque chose d'assez particulier. Si vous voulez, dans les Nations Unies, on recherche toujours on avance par consensus. Qu'est-ce que c'est consensus? Ça veut dire que, ça veut dire que on ne tranche pas, donc on a tendance à additionner les choses plutôt qu'à décider, de dire on prend ceci ou cela. Alors on est passé au départ d'un mécanisme qui s'appelait RED avec un seul D, un mécanisme maintenant avec 2 D et maintenant avec un plus. Alors au départ, c'était simple, c'est de dire on conserve les forêts, point. On paye pour la réduction de la déforestation. Mais puis très vite, il y a eu des lobbies qui sont mis en place. Les Chinois, la Chine reboise énormément. La Chine a replanté des millions d'hectares d'essence à croissance rapide, d'eucalyptus, d'acacia branchium, pour alimenter d'énormes unités de pâte à papier. Mais les paysans aussi ont planté. Il y a également des plantations paysannes, mais ce sont surtout des grandes plantations industrielles. La Chine a dit, alors je vais être très vite, la Chine a dit, il n'y a pas de raison, nous sommes en train de restocker du carbone, donc nous voulons pouvoir être rémunérés aussi pour ce stockage, pour l'augmentation des stocks de carbone que nous générons grâce à effectivement ces plantations. Alors je passe sur les détails parce que c'est un peu pour les spécialistes, si vous voulez. C'était la première chose. Alors la négociation a dit d'accord. Sans d'ailleurs savoir, mais c'est un détail, ceux qui connaissent savent qu'il y a déjà un instrument qui s'appelle le mécanisme de développement propre qui finance des plantations. Donc là, on se retrouve avec deux instruments qui pourraient financer la même chose, mais qui n'ont pas la même logique. Mais ça, je vais passer parce que peut-être ça ne parle pas à tout le monde. L'autre problème, c'est qu'on a accepté que dans le RED+, c'est-à-dire que... Alors le deuxième D, c'était la dégradation, c'était aussi la dégradation évitée, pas seulement la déforestation évitée, c'était comment est-ce qu'on peut aussi éviter la dégradation. Bonne idée, parce que bien sûr, dégrader, ça, c'est un problème. Simplement, autant c'est facile de mesurer la déforestation, autant c'est coûteux, difficile et long de mesurer la dégradation évitée. C'est-à-dire quand vous voyez une forêt vue du ciel, vue de satellite, vous voyez que c'est une forêt, mais vous ne savez pas quelle est la quantité de carbone, si elle a baissé, si elle a monté, ça demanderait effectivement des mesures. Donc on rentre dans un système de plus en plus cher et coûteux. Et on a ajouté avec le plus de RED, et on a ajouté notamment les plantations, comme je l'ai dit, mais également la gestion forestière. C'est-à-dire beaucoup d'exploitants forestiers ont dit, mais après tout, nous gérons bien nos forêts, nous réduisons nos impacts, nous allons faire de l'exploitation à impact réduit, et à ce moment-là, on doit pouvoir être payé avec des crédits carbone ou autre là-dessus. Et la négociation a dit d'accord, a dit amen, etc. Simplement, c'était déclencher la guerre avec les ONG de conservation, parce que jamais, tout le consensus initial, disons, qui était avec les gens de la biodiversité et les ONG de conservation, dès lors que vous mettez deux choses, que vous commencez à opposer le carbone et la biodiversité, première bataille, mes collègues du Muséum d'histoire naturelle ne veulent plus entendre parler de RED en disant c'est une machine à détruire la biodiversité, etc. etc. L'exploitation forestière, c'est le casus belli avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre, avec les grandes ONG environnementales, pas question. Et puis on a parlé disons qu'on a introduit l'autre chose, c'est la conservation, mais je vais passer vite, sinon je vais parler trop de temps. Personne ne sait très bien que veut dire ce dernier mention de la conservation. On sait que c'est le Guyana qui a poussé pour cela. Le Guyana voulait être payé pour le stock, pour les forêts déjà existantes, ce qui n'est pas du tout dans l'esprit
du mécanisme. Mais voilà, c'est un peu pour vous montrer comment on négocie. Je crois que les gens sont très fatigués quand ils sont à 3 heures du matin, en pleine, disons, après avoir passé 2 nuits blanches, ils veulent rentrer chez eux, alors ils votent n'importe quoi. Et c'est après qu'on voit les dégâts, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on finalement on est devant un système complètement bloqué. Alors, pourquoi c'est bloqué? Pourquoi ça bloque? Ben, ça bloque parce qu'on a des débats techniques qui ne sont pas tout à fait techniques d'ailleurs, qui sont des débats technico-politiques. Alors, un premier point, alors ça, c'est cette courbe, c'est inspiré de ce qu'on appelle la courbe de Kuznets environnementale, c'est-à-dire que c'est l'idée que les dégradations environnementales sont maximales, augmentent, ça c'est la courbe de couvert forestier, ça s'appelle la courbe de transition forestière. L'idée c'est que dans un premier stade de développement économique, un pays va avoir beaucoup de pollution, beaucoup de dégradation environnementale, on va arriver à une sorte de maximum, et puis ensuite il va y avoir un point d'inflexion.